Je m'appelle Geneviève. Le jour de mes 80 ans, j'ai organisé un repas de famille pour mon anniversaire. J'ai cuisiné, j'ai attendu et personne n'est venu. J'ai appelé mon fils. Sa femme, ma belle-fille Sophie, a répondu au téléphone pour me dire qu'ils étaient en vacances et m'a dit « Occupe-toi un peu de la maison ». Humiliée et trahie, j'ai décidé de me venger. Une semaine plus tard, ils sont rentrés de leurs vacances pour découvrir que leur maison avait été vendue. Suivez mon histoire jusqu'au bout et découvrez comment j'ai transformé la trahison de ma famille en ma plus grande victoire et comment j'ai retrouvé le bonheur. Laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous m'écoutez pour que je vois jusqu'où mon récit a voyagé. Je m'appelle Geneviève et à 80 ans, je pensais avoir appris toutes les leçons difficiles que la vie pouvait offrir. Je me trompais lourdement. La plus cruelle de toutes m'attendait lors de ce qui aurait dû être l'un de mes jours les plus heureux. Pendant des semaines, j'avais préparé la fête pour mon 80e anniversaire. Pas une grande célébration, non, juste un simple repas de famille dans la maison où j'avais élevé mon fils Thomas, là où ses enfants avaient fait leurs premiers pas, là où 3 générations de souvenirs imprégnaient chaque recoin. J'avais passé des jours à nettoyer, à cuisiner ses plats préférés, à arranger les fleurs de mon jardin. J'avais même acheté une nouvelle nappe, une petite folie, que je ne m'étais pas permise depuis des années. La salle à manger était parfaite ce samedi après-midi. Le gigot d'agneau dorait dans le four, la tarte tatin refroidissait sur le plan de travail. J'avais préparé le gratin dauphinois, que Thomas aimait tant, celui avec l'ingrédient secret que sa grand-mère m'avait enseigné. Sophie, ma belle-fille, disait toujours qu'elle adorait mon pain maison, alors j'en avais préparé 2 grosses miches. La table était mise pour 8 personnes. Thomas, Sophie, leur jumeau Léo, et Hugo, la sœur de ma belle-fille, qui se joignait parfois à nous, et quelques places pour les voisins qui passeraient peu, être dire bonjour. J'ai de nouveau regardé l'horloge 15 heures. Il devait arriver à 14 heures. À 15h30, j'ai appelé sur le portable de Thomas, directement sur la messagerie. J'ai réessayé à 16 heures. Même chose. À 16h30, mes mains tremblaient en composant le numéro une fois de plus. Cette fois, quelqu'un a décroché. Allô ? La voix de Sophie était irritée comme si je l'avais interrompue dans quelque chose d'important. Bonjour ma chérie, c'est maman. Je me demandais où vous étiez. Le repas va être froid. Il y eut une pause et je pouvais entendre le bruit de l'eau en arrière-plan. De la musique, des rires. On est en vacances. Thomas ne te l'a pas dit. Mon cœur s'est serré. En vacances. Mais c'est mon anniversaire. On avait prévu ça il y a des semaines. Eh bien, ce voyage s'est présenté à la dernière minute. Une super offre pour un club aux Canaries. Les garçons s'amusent tellement dans la piscine. J'ai serré le téléphone plus fort. Mais vous saviez, pour aujourd'hui, j'ai fait les courses. J'ai cuisiné toute la matinée. Écoute Geneviève, on ne peut pas refuser les bonnes occasions quand elles se présentent. Et puis de toute façon, tu allais sûrement nettoyer la maison, non? C'est ce que tu fais tout le temps. Ces mots m'ont frappé comme une gifle glaciale. Pas de désolé d'avoir manqué ça, ni de on se rattrapera. Juste, occupe-toi de la maison. Comme si je n'étais bonne qu'à ça. Comme si c'était tout ce que j'avais jamais été pour eux. Vous rentrez quand? Ai-je réussi à demander. Le week-end prochain peut être. Les garçons veulent rester plus longtemps. J'ai entendu Sophie rire à quelque chose en arrière-plan. Puis elle m'a reparlé. Ah, et Geneviève, pendant que tu y es, tu pourrais nettoyer la salle de bain. À l'étage, Léo l'a laissée assez sale avant qu'on parte. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée plantée dans ma cuisine, entourée de nourriture, pour un régiment portant la nouvelle robe que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. La maison était impeccable, les fleurs étaient fraîches, et j'étais complètement seule. Pour la première fois en 80 ans, j'ai vraiment compris ce que signifiait être jetable. J'ai traversé chaque pièce la voyant avec des yeux différents. Ce n'était plus mon foyer. C'était juste l'endroit où je venais pour les servir. Le salon où je gardais leurs enfants pendant qu'ils sortaient la cuisine où je préparais leurs repas, la buanderie où je lavais leur linge. Même ma propre chambre ressemblait au quartier du personnel. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la salle à manger, mangeant une part de mon propre gâteau d'anniversaire, dans un silence de mort. Les bougies avaient été soufflées depuis longtemps, non pas pour faire un vœu, mais simplement pour empêcher la cire de couler sur la nappe que je n'utiliserais probablement plus jamais.
Les jours qui ont suivi ont été les plus solitaires de ma vie, mais aussi les plus révélateurs. Avec rien d'autre que le temps et le silence, j'ai commencé à voir des schémas auxquels j'avais été aveugle pendant des années. J'ai trouvé la tablette de Thomas sur la table basse oubliée dans leur précipitation vers le paradis. Quand elle a vibré de notifications, j'ai jeté un œil à l'écran. Des publications sur les réseaux sociaux, des dizaines. Des photos de mon fils et de sa famille se prélassant au bord d'une piscine, à débordement cocktail à la main, les garçons barbotant dans une eau cristalline sous les palmiers. Meilleures vacances en famille de tous les temps, avait écrit Sophie sous une photo d'elle en bikini de créateur. Tellement spontané. Parfois, il faut juste savoir se faire plaisir. Se faire plaisir. Avec quel argent? J'ai fait défiler d'autres publications. Hôtel 5 étoiles vol, en première classe virée shopping, où Sophie achetait des sacs à main qui coûtaient plus que mon budget alimentaire mensuel. Léo et Hugo avaient de nouveaux iPads, de nouveaux vêtements, de nouvelles choses partout. J'ai posé la tablette et je suis allée à mon bureau où je gardais tous mes documents financiers. Je suis de la vieille école. J'aime le papier. J'aime voir les choses écrites noir sur blanc. Ce que j'ai vu m'a oppressée. Depuis 10 ans, je donnais de l'argent à Thomas presque tous les mois. Juste le temps qu'on se remette sur pied, maman. Juste pour aider avec les frais de scolarité des garçons. Juste pour un petit fonds d'urgence. Toujours, juste le temps que, mais ce que n'arrivait jamais. J'avais payé pour les réparations de leur voiture, les rénovations de leur maison, leurs vacances en famille, déguisées en prêts, qui n'étaient jamais remboursés. J'avais acheté les vêtements des garçons, leur équipement de sport, leurs cadeaux d'anniversaire. Non pas parce que Thomas me le demandait, mais parce que Sophie mentionnait à quel point tout devenait cher, à quel point il était difficile de joindre les deux bouts. Mais en regardant ces photos de vacances, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Il n'était pas en difficulté. Il menait un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre parce qu'il savait que je serais toujours là pour les rattraper quand ils tomberaient. Ou plus exactement, il savait que je serais toujours là pour payer avant même qu'ils n'aient la chance de tomber. J'ai sorti d'autres relevés bancaires, le schéma était clair une fois que je l'ai vraiment regardé. Chaque fois que je leur donnais de l'argent, quelques jours plus tard, il y avait des publications sur de nouveaux achats, des dîners au restaurant, des week-ends d'escapade. Mon argent ne servait pas à des nécessités. Il finançait leurs loisirs pendant qu'il m'habituait à me sentir coupable d'avoir mes propres besoins. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était de réaliser que ces vacances, ce voyage spontané avait été planifié. J'ai trouvé un courriel de confirmation qui avait été transféré sur la tablette de Thomas 3 semaines auparavant. 3 semaines. Il savait qu'il manquerait mon anniversaire et il ne se souciait tout simplement pas assez pour le mentionner. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais annulé mes propres projets pour garder les enfants à la dernière minute. Toutes les fois où j'avais préparé le dîner pour eux quand ils étaient trop stressés pour s'en occuper. Toutes les fois où j'avais fait leur lessive, nettoyer leur maison, organiser leurs affaires pendant qu'ils se détendaient ou sortaient avec des amis. Quand étais-je devenue leur gouvernante non rémunérée? Quand mes sentiments avaient-ils cessé de compter entièrement? Je me suis préparé une tisane et je me suis assise dans le fauteuil préféré de Thomas regardant le salon. Chaque meuble contenait un souvenir, mais maintenant ces souvenirs semblaient différents. Avait-il jamais considéré cet endroit comme la maison de son enfance, ou simplement comme un lieu où des services étaient fournis? La réponse m'est apparue dans un éclair de clarté douloureuse. À Noël dernier, quand Sophie montrait des photos de leurs vacances à Disneyland, elle avait dit quelque chose qui m'avait marqué. C'est si agréable d'avoir une famille qui comprend son rôle. À l'époque, j'avais pensé qu'elle voulait dire que je comprenais mon rôle de grand-mère. Maintenant, je réalisais qu'elle voulait dire que je comprenais mon rôle de système de soutien financier et domestique. Pas leur famille, leur employé. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Pas encore de la colère, mais quelque chose de plus froid, de plus dangereux, une lucidité que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai repris la tablette et j'ai regardé leur visage souriant une dernière fois. Ils avaient l'air si heureux, si insouciants. Ils passaient le meilleur moment de leur vie pendant que j'étais assise seule dans une maison pleine de nourriture que personne n'était venu manger. Pendant 80 ans, j'avais fait passer les besoins de tout le monde avant les miens. Pendant 80 ans, j'avais été la bonne mère, la grand-mère serviable, le filet de sécurité fiable. Et qu'est-ce que j'avais en retour? Une maison vide,
et une famille qui ne me voyait que comme une ressource à utiliser. Mais j'étais pas encore morte. Et je venais d'apprendre la leçon la plus précieuse de ma vie. Parfois, les personnes qui devraient vous aimer le plus sont celles qui vous respectent le moins. Quelque chose allait changer. Je pouvais le sentir monter en moi comme une tempête qui prend de la force. Ils pensaient connaître Geneviève, la donneuse perpétuelle, la grand-mère bonne pâte. Ils étaient sur le point de rencontrer quelqu'un de totalement différent. Le lundi matin est arrivé avec un sentiment de détermination inhabituel. Je me suis réveillée avant l'aube, non pas parce que je ne pouvais pas dormir, mais parce que mon esprit était clair comme de l'eau de roche pour la première fois depuis des années. J'ai préparé mon café, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pris une décision qui aurait terrifié l'ancienne Geneviève. J'allais vendre la maison. Pas seulement menacer de la vendre, pas seulement y penser. J'allais vraiment le faire. La maison que Thomas considérait comme son droit de naissance, son futur héritage, son filet de sécurité. La maison où il avait amené Sophie en tant que jeune mariée, où ils avaient emménagé temporairement il y a 5 ans et n'étaient étrangement jamais repartis. La maison qui était devenue leur hôtel gratuit avec service de chambre. J'ai d'abord appelé mon notaire. Maître Bernard s'occupait de mes affaires depuis 15 ans, depuis le décès de mon mari. Il était l'une des rares personnes à connaître la véritable histoire de mes finances, à m'avoir vu soutenir discrètement la famille de mon fils pendant qu'il me traitait comme une employée, Geneviève. Maître Bernard semblait surpris de m'entendre si tôt. « Tout va bien. Maître Bernard, j'ai besoin de savoir quelque chose. La maison est à mon nom seul, n'est-ce pas? Thomas n'a aucun droit légal dessus. » Il y eut une pause. « Eh bien oui, elle est entièrement à vous. Vous en avez hérité de Robert, et elle est à votre nom depuis 20 ans. Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que je vais la vendre. La vendre, Geneviève. Vous êtes sûre? Je veux dire où vont vivre Thomas et sa famille. » La question qui m'aurait arrêté net quelques jours auparavant me touchait à peine maintenant. Ce n'est plus mon problème, Maître Bernard. Je pouvais entendre le choc dans sa voix. Maître Bernard m'avait connue comme la veuve à la voix douce qui faisait toujours passer sa famille en premier. Geneviève, cela semble très soudain. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je lui ai parlé de la fête d'anniversaire, de l'appel téléphonique, de la découverte des photos de vacances, pendant qu'il m'ignorait complètement. Maître Bernard a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. « Je vois », a-t-il dit finalement. « Eh bien, légalement, vous avez tout à fait le droit de vendre. La maison est à vous sans aucune charge. Mais Geneviève, êtes-vous préparée aux conséquences? Cela va créer une sacrée histoire de famille. » Maître Bernard, c'est eux qui ont créé l'histoire quand ils ont décidé que je ne méritais pas un respect élémentaire. Je refuse simplement de continuer à cautionner cela. Le mardi, j'avais rendez-vous avec 3 agents immobiliers pour visiter la maison. J'ai choisi Isabelle Martin, une femme dynamique d'une 40aine d'années qui n'a pas sourcillé quand je lui ai expliqué que je voulais que la vente se fasse rapidement et discrètement. « À quel point rapidement ?» a demandé Isabelle en parcourant le salon avec son maître ruban. « Il rentre le week-end prochain. Je veux que ce soit fait avant. » Isabelle a haussé un sourcil. « C'est un calendrier très serré, mais c'est possible. C'est une belle propriété bien entretenue. Le marché est porteur en ce moment pour des maisons comme celle-ci. Je pense que nous pouvons avoir une promesse de vente en quelques jours si vous êtes prête à fixer un prix compétitif. Je n'ai pas besoin du meilleur prix, lui ai-je dit. J'ai besoin qu'elle soit partie. » Ce qu'Isabelle ne savait pas, c'est que je me préparais à ce moment sans même m'en rendre compte. Depuis des mois, je retirais discrètement mes effets personnels des parties communes, mes albums photos, mes bijoux le service en porcelaine de ma mère. Je m'étais dit que je faisais juste du rangement, mais je crois qu'une partie de moi se préparait à partir. Pendant qu'Isabelle prenait des photos et des mesures, je suis montée à la chambre de Thomas et Sophie. Ils avaient pris la suite parentale il y a des années, prétextant qu'ils avaient besoin de plus d'espace pour les garçons. J'avais déménagé dans la petite chambre d'amis sans me plaindre comme toujours. Leur chambre était en désordre. Des vêtements jetés partout. Du maquillage cher éparpillé sur la coiffeuse ancienne de ma mère. Des sacs de shopping de leur virée avant les vacances encore dans un coin. Sur la table de chevet, il y avait une pile de factures de cartes de crédit. Je n'avais pas l'intention de regarder, mais celle du dessus était ouverte et j'ai pu voir le solde. 23 000 euros. 23 000 euros de dette, et ils étaient aux Canaries à dépenser de l'argent en extra d'hôtel et en cocktails de luxe.
Je suis allée au dressing et j'ai vu la collection de sacs à main de Sophie, chacun valant des centaines d'euros. Des chaussures qui coûtaient plus que mes courses d'un mois. Le côté de Thomas n'était guère mieux. Des clubs de golf coûteux qu'il utilisait 2 fois par an. Des vêtements de marque, encore, avec leurs étiquettes. Voilà ce que mon argent avait soutenu. Pas leurs prêts immobiliers, pas l'éducation de leurs enfants, pas des urgences. Leur addiction au shopping. J'ai fermé la porte du dressing et je suis retournée en bas où Isabelle terminait son évaluation. Madame Chevalier, je dois vous demander, êtes-vous sûre pour le délai, vendre une maison est généralement une décision de vie majeure qui prend des mois de planification. J'ai regardé le salon une dernière fois. Le canapé où Thomas lisait des histoires aux garçons avant de dormir à l'époque où il vivait encore ici en tant que mon fils et non mon locataire. La cheminée où nous accrochions les chaussettes de Noël quand il était petit. La table de la salle à manger où nous avions partagé des milliers de repas quand il voulait réellement passer du temps avec moi. Je planifie cela depuis plus longtemps que je ne le pensais, lui ai-je dit. Je ne le savais juste pas encore. Le mercredi, l'annonce était en ligne. Le jeudi, nous avions 2 offres. Le vendredi, j'en avais accepté une. Une offre au comptant d'un jeune couple avec des jumeaux en bas âge. Ils me rappelaient Thomas et Sophie 20 ans plus tôt, pleins d'espoir et d'amour l'un pour l'autre. La différence, c'est que ces gens avaient réellement économisé leur argent et mérité leur maison. La signature de l'acte de vente était prévue pour le jeudi suivant. Thomas et Sophie rentreraient le dimanche pour trouver des étrangers vivants dans ce qu'ils considéraient comme leur maison. Alors que je signais le contrat de vente, Maître Bernard m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Geneviève, je dois vous le demander une dernière fois. Êtes-vous absolument certaine de cela ? Une fois ces papiers signés, il n'y a pas de retour en arrière possible. » J'ai pensé à ma fête d'anniversaire vide. J'ai pensé à la voix dédaigneuse de Sophie me disant de nettoyer la maison. J'ai pensé à des années à être considérée comme acquise, utilisée et rejetée dès que quelque chose de mieux se présentait. Maître Bernard, je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie. Ce week-end-là, pendant que mon fils et sa famille publiaient d'autres photos de leurs vacances spontanées, j'ai emballé mes affaires dans des cartons. Pas tout. Je déménageais dans un magnifique appartement de 3 pièces de l'autre côté de la ville, et je n'avais plus besoin des gros meubles. Mais tout ce qui comptait pour moi, tout ce qui était vraiment à moi est venu avec moi. Le samedi soir, je me suis assise dans mon nouvel appartement, entourée de cartons, mais me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Demain, Thomas et Sophie rentreraient de leurs vacances. Demain, ils découvriraient que la femme qu'ils avaient prise pour acquise n'était plus celle qu'ils pensaient connaître. Je me suis versé un verre de vin et j'ai regardé les lumières de la ville depuis la fenêtre de mon nouveau salon. Pour la première fois depuis des décennies, je vivais dans un espace qui était entièrement le mien. Les vêtements de personne d'autre dans les placards, la vaisselle de personne d'autre dans l'évier, les problèmes de personne d'autre pesant sur mes épaules. J'étais libre et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le dimanche après-midi, j'arrangeais mes livres dans mon nouvel appartement quand mon téléphone a sonné. Le numéro de Thomas. Un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre. Puis j'ai réalisé que je voulais entendre cette conversation. Je voulais entendre le moment exact où il réaliserait que les actions ont des conséquences. Maman. Sa voix était confuse peu. Être un peu agacée. Où es-tu ? On est à la maison et ta voiture n'est pas là. J'ai pris une gorgée de ma tisane et je me suis installée dans mon nouveau fauteuil. Je suis à mon appartement. Ton appartement ? Quel appartement, maman, de quoi tu parles ? Mon nouvel appartement ? J'ai déménagé la semaine dernière pendant que vous étiez aux Canaries. Il y eut une pause. Je pouvais entendre Sophie en arrière-plan, sa voix sèche et exigeante, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. Maman, ce n'est pas drôle. On vient de rentrer de voyage et on est fatigué. Tu peux juste rentrer à la maison pour qu'on puisse parler de ce qui te tracasse. Thomas, dis-je calmement, je suis à la maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Sa voix montait maintenant. Je pouvais l'imaginer faisant les 100 pas dans la cuisine, passant ses mains dans ses cheveux, comme il le faisait enfant quand il était frustré. Ça veut dire que la maison, c'est là où on est respecté et apprécié. Cet appartement est ma maison maintenant. Maman, tu n'as aucun sens. Écoute, si tu es fâché qu'on ait manqué ton anniversaire, on peut se rattraper. On t'emmènera dîner le week-end prochain. Le week-end prochain.
comme si j'étais une corvée sur leur liste de choses à faire qui pouvaient être reportées. Thomas, tu te souviens à quel nom est l'acte de propriété de cette maison? Quoi? Je ne sais pas. Le tien, je suppose, mais maman, ça a toujours été la maison de la famille. C'est là que j'ai grandi. Où les garçons grandissent. Tu ne peux pas juste... La conversation fut interrompue par une agitation en arrière-plan. Des portières de voitures qui claquent, des voix. La voix de Thomas est devenue étouffée comme s'il couvrait le téléphone. Maman, il y a des gens dans notre allée. Une famille avec des enfants. Ils déchargent un camion de déménagement. Je sais. Tu sais, maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une autre gorgée de tisane. Ce sont les nouveaux propriétaires. Le silence qui a suivi fut si complet que je me suis demandé si l'appel avait été coupé. Puis la voix de Thomas est revenue, mais elle était différente maintenant. Paniquée. Les nouveaux propriétaires? Maman? De quoi tu parles? Quel nouveau propriétaire? J'ai vendu la maison Thomas. La vente a été finalisée jeudi. J'ai entendu le téléphone heurter quelque chose de dur, probablement le plan de travail de la cuisine. Puis la voix de Sophie stridente et furieuse. Laisse-moi lui parler. Geneviève. La voix de Sophie était comme des ongles sur un tableau noir. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? J'ai repris ma vie en main. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement vendre notre maison. Nous habitons ici. Vous habitiez dans ma maison. Maintenant, vous n'y habitez plus. Mais nos affaires sont là. Les chambres des garçons. Toutes nos affaires. Les nouveaux propriétaires ont été très aimables. Ils ont accepté de vous laisser récupérer vos effets personnels cette semaine, mais vous devrez vous coordonner avec eux, pas avec moi. Je pouvais entendre le chaos en arrière-plan maintenant. Les garçons posant des questions, des portes qui claquent des pas, qui courent dans les escaliers. La voix de Thomas forte et désespérée. Ça ne peut pas être légal. Elle ne peut pas vendre notre maison sans nous le dire, mais c'était légal. C'était complètement entièrement légal, parce que ça n'avait jamais été leur maison. Sophie est revenue au téléphone, sa voix maintenant froide et calculatrice au lieu d'être paniquée. « Geneviève, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais c'est cruel. Tu fais du mal à tes propres petits-enfants. » Léo et Hugo ne comprennent pas ce qui se passe. Pendant un instant, l'ancienne culpabilité a tenté de refaire surface. Puis je me suis souvenue de leur visage souriant sur ces photos de vacances pendant que j'étais assise seule le jour de mon anniversaire. Sophie, vous aviez le choix. Vous auriez pu me traiter comme de la famille, comme quelqu'un qui comptait. Au lieu de cela, vous m'avez traitée comme une domestique non rémunérée. Maintenant, vous faites face aux conséquences de ce choix. On ne t'a jamais traitée comme une domestique? Tu m'as dit d'aller nettoyer la maison pendant que vous étiez en vacances avec mon argent. On n'a jamais dit... Tu as dit exactement ça le jour de mes 80 ans quand j'ai appelé pour savoir où vous étiez. Thomas a repris le téléphone. Sa voix était suppliante, maintenant un ton que je n'avais pas entendu de sa part depuis qu'il était adolescent, et demandait les clés de la voiture. « Maman, s'il te plaît, même si tu es en colère, même si on a fait une erreur, tu ne peux pas faire ça. Où est-ce qu'on est censé vivre? Les garçons ont l'école. Ils ont des amis ici. Vous trouverez bien une solution. Vous êtes tous les deux des adultes, avec des diplômes universitaires. Je suis sûre que vous vous en sortirez. Mais maman... Thomas, je vais te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Je ne suis pas responsable de résoudre vos problèmes. Je ne suis pas responsable de financer votre style de vie. Je ne suis pas responsable de vous fournir un logement gratuit, une garde d'enfants gratuite et des services de ménage gratuits. On n'a jamais demandé ces choses. Vous n'avez jamais demandé parce que vous n'en avez jamais eu besoin. Vous les avez simplement prises et avez supposé qu'elles seraient toujours là. Il y eut une longue pause. Quand Thomas a reparlé, sa voix était faible, confuse. « Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu comme ça ?» Pendant un instant, mon cœur s'est attendri. C'était mon petit garçon, l'enfant, que j'avais élevé aimé et pour qui je m'étais sacrifiée. Mais ensuite, je me suis souvenu que les petits garçons grandissent. Et parfois, ils deviennent des gens qui profitent de ceux qui les aiment le plus. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai enfin réalisé que je méritais mieux que d'être traitée comme un distributeur de billets avec des services de nettoyage. On te traite pas comme ça.
Thomas, quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de ma vie pour la dernière fois? Pas de mon argent, pas de ma disponibilité pour garder les enfants, pas de ma volonté d'aider avec vos scams. Problème. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment je me sentais, ce que je pensais, ce que je voulais? Le silence s'était tiré si longtemps que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. C'est bien ce que je pensais, dis-je doucement. Maman, s'il te plaît, on peut arranger ça, on peut changer. Ne nous fais pas ça. Je ne vous fais rien. Je fais quelque chose pour moi. Pour la première fois en 20 ans, je fais passer mes propres besoins en premier. Mais où est-ce qu'on est censé aller ce soir? On ne peut pas dormir dans la voiture avec les garçons. J'ai senti une lueur de l'ancienne sympathie, mais je l'ai repoussée. Vous trouverez une solution. De la même manière que des millions d'autres adultes trouvent des solutions pour leur logement chaque jour. C'est incroyable. La voix de Sophie venait de l'arrière-plan. Elle a perdu la tête. Non, dis-je assez fort pour qu'elle m'entende. Je l'ai retrouvée. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai éteint. Il rappellerait probablement des dizaines de fois. Ils seraient en colère, puis désespérés, puis manipulateurs. Ils essaieraient la culpabilité. Ils essaieraient la négociation. Ils essaieraient tout, sauf la seule chose qui aurait pu fonctionner, un remords sincère et du respect. Mais il était trop tard pour ça maintenant. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Je suis allée dans ma nouvelle cuisine et j'ai commencé à préparer le dîner pour une personne. Par ma fenêtre, je pouvais voir les lumières de la ville commencer à scintiller à l'approche du soir. Quelque part de l'autre côté de la ville, mon fils et sa famille faisaient face à la réalité, leur filet de sécurité avait disparu. J'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir, un soulagement pur et net, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 20 ans et que je pouvais enfin expirer. Ils ont trouvé mon adresse le mardi soir. Je m'y attendais. Alors quand j'ai entendu les coups agressifs sur la porte de mon appartement, je n'ai pas été surprise. J'ai fini d'arroser mes plantes sur le balcon, j'ai pris mon temps pour aller à la porte et j'ai regardé par le Judas. Thomas était là, le visage rouge et la mâchoire serrée. Sophie était juste à côté de lui, les bras croisés et une expression laide sur le visage. Derrière eux, je pouvais voir Léo et Hugo assis dans la voiture sur le parking, leurs visages pressés contre les vitres. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. « Maman, il faut qu'on parle !» La voix de Thomas était tendue par une colère à peine contenue. « Nous parlons maintenant. Ouvre la porte correctement. C'est ridicule. Je suis très bien pour parler comme ça. » Sophie s'est avancée, sa voix stridente. « Geneviève, ça suffit maintenant. Tu as fait passer ton message. Maintenant, soyons adultes et réglons ce gâchis. » Quel gâchis! Ne joue pas à l'idiote. Le sang-froid de Sophie a complètement volé en éclats. Tu as vendu notre maison. Tu nous as laissés sans abri. Tes propres petits-enfants dorment dans une chambre d'hôtel à cause de ton caprice égoïste. Mon caprice? J'ai gardé ma voix égale, ce qui semblait l'exaspérer encore plus. Sophie, laisse-moi te demander quelque chose. Pendant les 5 années où vous avez vécu dans cette maison, combien de loyers avez-vous payé? Elle a cligné des yeux pris au dépourvu. Nous étions de la famille. La famille ne fait pas payer de loyer. Tu as raison. La famille ne fait pas payer de loyer, mais la famille ne se traite pas non plus comme des domestiques non rémunérés. Thomas s'est rapproché de la porte. Maman, on ne t'a jamais traité comme une domestique. Ah, vraiment, Thomas. Quand est-ce que tu as aidé aux tâches ménagères dans cette maison pour la dernière fois? C'est différent. Tu aimes être occupé. Quand est-ce que tu m'as demandé si j'avais besoin d'aide pour la dernière fois? Tu n'as jamais dit que tu avais besoin d'aide. Quand est-ce que tu as proposé de me préparer le dîner pour la dernière fois? Tu cuisines mieux. Quand est-ce que tu t'es souvenu de mon anniversaire pour la dernière fois sans que je te le rappelle? Silence. J'ai continué ma voix, toujours calme, mais avec une force nouvelle. Quand est-ce que tu as demandé des nouvelles de mes rendez-vous? Chez le médecin, de mes amis, de mes centres d'intérêt, de mes sentiments sur quoi que ce soit qui n'affectait pas directement votre confort? Encore le silence. C'est bien ce que je pensais. Sophie a poussé Thomas sur le côté, pressant son visage contre l'entrebâillement de la porte. Écoute, on a compris. Tu te sens sous-estimé. Mais tu ne peux pas punir les enfants pour ça. Léo pleure tous les soirs parce qu'il ne comprend pas pourquoi sa grand-mère les a mis à la porte de leur maison.
La culpabilité m'a frappée comme un coup de poing, exactement comme elle l'avait prévu. Mais je m'attendais aussi à cette manipulation. Sophie, ses enfants pleurent parce que leurs parents ont fait des choix qui ont eu des conséquences. Ils pleurent parce que, au lieu de leur apprendre la gratitude et le respect, vous leur avez appris qu'il est normal de profiter des gens. Ce n'est pas vrai. Vraiment. Leur avez-vous déjà appris à me remercier pour l'argent que j'ai dépensé, pour leurs vêtements, leurs jouets, leurs activités? Leur avez-vous déjà appris à aider aux tâches ménagères, à montrer de la reconnaissance pour le logement et la garde d'enfants gratuits que je fournissais? Thomas a essayé une autre approche, sa voix plus douce maintenant. Maman, même si on a fait des erreurs, on est toujours une famille. La famille se pardonne. Tu as raison, Thomas. La famille se pardonne. Mais le pardon ne signifie pas continuer à permettre un comportement destructeur. Alors, tu ne nous pardonneras jamais. Je vous pardonne, mais je ne redeviendrai pas votre filet de sécurité pendant que vous me traitez comme une employée. Le masque de Sophie est tombé complètement. Alors, tu es une vieille femme amère. Tu ne supportes pas que nous ayons nos propres vies, que nous ne tournions plus autour de toi. Sophie... Vous avez vécu dans ma maison pendant 5 ans, sans payer de loyer, de charges, ni même les courses la plupart du temps. Vous m'avez utilisée comme garde d'enfants gratuite dès que vous vouliez sortir. Vous m'avez pris de l'argent pour des urgences qui se sont avérées être des vacances et des virées shopping. À quel moment exactement étais-je le centre de votre univers? On t'incluait dans nos activités. Vous m'incluiez quand vous aviez besoin de quelque chose de moi. Thomas a reculé, passant ses mains dans ses cheveux, dans ce geste familier de frustration. D'accord, très bien. Peut être qu'on t'a parfois prise pour acquise. Mais maman, tu ne peux pas juste détruire toute notre vie pour ça. Je n'ai pas détruit votre vie. J'ai arrêté de la subventionner. C'est la même chose. Non, Thomas, ce n'est vraiment pas la même chose. Il y eut un long moment où nous nous sommes tous regardés à travers l'entrebâillement de la porte. Je pouvais voir le calcul dans les yeux de Sophie, la façon dont elle cherchait un nouvel angle d'attaque. Et tes petits-fils, dit-elle finalement, tu prétends les aimer, mais tu leur fais du mal pour te venger de nous. Je les aime, et c'est pourquoi je leur montre que les actions ont des conséquences, que maltraiter les gens ne fonctionne pas éternellement. Ils ont 8 ans. Ils ne comprennent pas les conséquences. Alors il est peu, être temps que vous commenciez à leur apprendre. Sophie s'est tournée vers Thomas, sa voix devenant mielleuse. Parle-lui de l'arrangement pour la garde. Dis-lui ce que l'avocat a dit. Thomas semblait mal à l'aise. Maman, on a parlé à un avocat à propos des garçons, puisque tu étais leur principale gardienne, après l'école et pendant les étés, et que maintenant tu as coupé le contact. Qu'est-ce que tu veux dire? On pourrait avoir des arguments pour une affaire de droit des grands-parents. Les garçons sont attachés à toi et tu as perturbé leur situation de vie. J'ai regardé mon fils, sentant quelque chose en moi devenir glacial. Es-tu en train de me menacer de poursuites judiciaires pour avoir accès à des enfants que vous utilisez comme chantage affectif? On dit juste que les tribunaux prennent très au sérieux l'intérêt supérieur des enfants. Je vois. J'ai fermé la porte, tourné le verrou, et je suis allée à la table de ma cuisine où je gardais mes documents importants. J'ai trouvé la carte de visite de Maître Bernard et j'ai composé son numéro. Maître Bernard, c'est Geneviève. J'ai besoin que vous documentiez quelque chose pour moi. À travers la porte, j'entendais Thomas et Sophie se disputer à voix basse, puis d'autres coups. Maman, maman, ouvre la porte. On n'a pas fini de parler, mais nous avions fini. Nous avions fini au moment où ils ont décidé de me menacer d'une action en justice au lieu d'offrir un véritable changement. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que j'entende leurs pas s'éloigner dans le couloir. Puis je suis allée à ma fenêtre et je les ai regardés marcher vers leur voiture, leur langage corporel, en colère et défait. Léo a levé les yeux vers mon immeuble alors qu'il partait. Je lui ai fait un signe de la main et il a répondu avant que Sophie ne lui dise de regarder devant lui.
Ce soir-là, j'ai rappelé Maître Bernard et je lui ai tout raconté sur la conversation, sur leurs menaces implicites, sur la façon dont ils avaient essayé d'utiliser les enfants comme levier. Geneviève, dit prudemment Maître Bernard, je veux que vous sachiez que ce que vous m'avez dit ce soir change tout. S'ils engagent une action en justice, nous serons prêts. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que menacer un grand-parent d'une action en justice tout en demandant simultanément un soutien financier est une très mauvaise stratégie devant un tribunal. Combiné à leur historique de profit de votre générosité, n'importe quel juge verrait clair dans leur manipulation immédiatement. J'ai senti un poids se soulever de mes épaules que je n'avais même pas réalisé être là. Merci, Maître Bernard. Geneviève, pour ce que ça vaut, je pense que vous faites ce qu'il faut. Il faut du courage pour cesser de cautionner les gens que l'on aime. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement silencieux et j'ai réalisé quelque chose de profond. Pour la première fois depuis des années, être des décennies, je me sentais vraiment en sécurité, à l'abri d'être utilisée, à l'abri d'être manipulée, à l'abri d'être prise pour acquise. J'avais passé 80 ans à apprendre à donner. Maintenant, j'apprenais enfin à protéger ce qui était mien. 6 mois plus tard, j'entretenais mon jardin d'herbes aromatiques sur le balcon quand mon téléphone a sonné. J'avais appris à vérifier qui appelait avant de répondre, une habitude qui aurait semblé paranoïaque à l'ancienne Geneviève, mais qui ressemblait à de la simple autopréservation pour la nouvelle. C'était Thomas. J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu. « Allô, maman ». Sa voix était différente maintenant, plus faible, fatiguée. « On peut parler. Nous parlons. » Je veux dire, est-ce que je peux venir te voir, s'il te plaît ? Il y avait quelque chose dans son ton qui a piqué ma curiosité. Pas la colère d'il y a 6 mois, pas le désespoir de notre dernière confrontation. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'humilité. Où sont Sophie et les garçons ? Ils ne sont pas avec moi. Sophie et moi, nous nous sommes séparés le mois dernier. J'ai posé mon arrosoir et je me suis assise dans ma chaise de patio. Je vois. Je peux monter, je suis sur ton parking. J'ai regardé depuis mon balcon du 2e étage et je l'ai vu assis dans une vieille berline que je ne reconnaissais pas. Sa BMW n'était nulle part en vue. Appartement 2B. Je t'ouvre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai à peine reconnu mon fils. Il avait perdu du poids. Ses vêtements flottaient sur lui et il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. Mais plus que ça, il se tenait différemment. L'arrogance avait disparu. « Merci de me laisser monter, dit-il doucement. » J'ai fait un geste vers le salon. « Assieds-toi. Veux-tu un café ? Ce serait gentil. » Je me suis affairée dans la cuisine, nous donnant à tous les deux le temps de nous adapter à cette nouvelle dynamique. Quand je lui ai apporté son café, il regardait l'appartement avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « C'est joli ici, dit-il. Paisible. Ça l'est. » Il a pris une gorgée de café et a posé la tasse avec précaution sur le sous-verre que j'avais fourni. L'ancien Thomas ne se serait pas soucié d'un sous-verre. « Maman, j'ai besoin de te dire certaines choses. J'ai besoin de m'excuser. » J'ai attendu. Tu avais raison sur tout. Sur la façon dont on t'a traité, sur le fait de profiter de toi, sur tout. Que s'est-il passé ? Il a laissé échapper un long soupir. La réalité s'est imposée. Après que tu as vendu la maison, nous avons dû trouver comment subvenir à nos besoins. Nous avons trouvé un appartement, mais entre le loyer, les charges et les courses... Maman, je n'avais aucune idée de combien d'argent nous dépensions réellement, ni de combien tu couvrais pour nous. Où habites-tu maintenant ? Un 3 pièces de l'autre côté de la ville ? C'est bien. C'est juste différent, les garçons ont dû changer d'école, ça a été dur. Et Sophie, son visage s'est assombri. Sophie n'a pas bien géré le changement. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était temporaire, que tu finirais par revenir sur ta décision, qu'il fallait juste attendre. Elle ne pouvait pas accepter que notre style de vie devait changer. Mais toi, tu pouvais. Je devais. Quand les factures de carte de crédit sont arrivées et qu'il n'y avait pas de plan de secours, pas de filet de sécurité, j'ai pris un 2e travail. Les soirs et les week-ends. Sophie a dit que j'abandonnais la famille, que je devrais simplement t'appeler et arranger les choses. Y as-tu pensé ? Il m'a regardé dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. Oui, j'ai décroché le téléphone tellement de fois. Mais ensuite, je me souvenais de ce que tu avais dit sur les conséquences, sur le fait de prendre ses responsabilités. Et j'ai réalisé que t'appeler ne ferait que prouver que je n'avais rien appris. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine.
Pas exactement le pardon, mais la reconnaissance. C'était la première fois depuis des années que Thomas me parlait comme un adulte s'adressant à un autre adulte au lieu d'un enfant exigeant d'un parent. Comment les garçons gèrent-ils tout ça? Mieux que je ne l'espérais. Honnêtement, tu leur manques, mais ils se sont adaptés à la nouvelle école. Ils apprennent à faire leur propre lessive, à aider en cuisine des choses qu'on aurait dû leur apprendre il y a des années. Et Sophie ne pouvait pas supporter de ne pas pouvoir faire du shopping quand elle le voulait, de ne pas pouvoir aller au restaurant 3 fois par semaine, de ne pas avoir quelqu'un d'autre pour gérer toute la place, à maison. Elle a dit que j'avais changé, que je choisissais le travail plutôt que la famille. Avais-tu changé? Oui, j'avais changé. J'ai commencé à voir combien de travail il faut pour faire tourner un foyer, combien de planification d'efforts et d'argent. J'ai commencé à réaliser à quel point nous avions dépendu de toi pour tout. Il a fait une pause, fixant sa tasse de café. Elle a commencé à parler de retourner vivre chez sa mère. A dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Le mois dernier, elle a déménagé et a emmené les garçons. Je suis désolée. Vraiment. La question m'a surprise. Pour la fin de ton mariage, oui. Je n'ai jamais voulu ça. Même après tout, Thomas, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais arrêter d'être blessée par vous. Il y a une différence. Il a hoché la tête lentement. Je comprends ça maintenant. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes. C'était le premier silence confortable que nous partagions depuis des années. Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Es-tu heureuse? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Oui. Pour la première fois depuis très longtemps, je suis heureuse. Je peux le voir. Tu as l'air différente, plus légère. Je me sens plus légère. J'ai repensé à ce que tu as dit sur la dernière fois que je t'ai demandé des nouvelles de ta vie, de tes sentiments, de tes besoins. Je n'ai pas pu me souvenir d'une seule fois. Ce n'est pas grave, Thomas. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que j'ai traité ma propre mère comme si elle n'existait que pour me servir. Ce n'est pas bien que j'ai laissé Sophie te manquer de respect dans ta propre maison. Ce n'est pas bien que j'ai manqué ton 80e anniversaire pour des vacances. Sa voix s'est légèrement brisée sur les derniers mots. On ne peut pas changer le passé, dis-je doucement. Mais on peut changer l'avenir, si tu me le permets. Que veux-tu dire? Je veux dire, je veux essayer d'avoir une vraie relation avec toi. Pas une où je prends et tu donnes. Une vraie relation où nous sommes tous les deux des personnes avec des besoins, des sentiments et des limites. J'ai étudié son visage cherchant des signes de manipulation des anciens schémas. Je ne les ai pas vus. À quoi cela ressemblerait-il? Je ne sais pas encore. Je suis encore en train de découvrir qui je suis quand je ne suis pas prise en charge par quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais le découvrir si tu es prête à me donner une chance. Et si Sophie revient, si elle veut se réconcilier, alors elle devra accepter que les choses sont différentes maintenant, que je suis différent maintenant, et que ma relation avec toi n'est pas négociable. J'ai tendu la main et j'ai brièvement touché la sienne. J'aimerais essayer moi aussi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vraiment, vraiment. Mais Thomas, tu dois comprendre quelque chose. Je ne reviendrai pas à la situation d'avant. Je ne redeviendrai pas la solution aux problèmes de tout le monde. Je ne voudrais pas que tu le fasses. J'apprends à résoudre mes propres problèmes. Et je ne serai pas une garde d'enfants gratuite ni un soutien financier. Je comprends. Si tu es dans ma vie, ce doit être parce que tu veux passer du temps avec moi, pas parce que tu as besoin de quelque chose de moi. C'est ce que je veux aussi. Alors qu'il se préparait à partir, il s'est retourné vers moi. Maman, je sais que ça peut paraître étrange, mais je suis fière de toi. Fière que tu te sois défendue, que tu aies refusé d'être maltraitée. Il a fallu du courage. Après son départ, je me suis assise sur mon balcon en regardant le coucher de soleil et en pensant aux secondes chances. Tout le monde ne les mérite pas. Et tous ceux qui les obtiennent ne les utilisent pas bien. Mais parfois, juste parfois, tout perdre apprend aux gens ce qui compte vraiment. Mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. Merci pour le café et pour me donner une chance de devenir quelqu'un dont tu pourrais être fier. J'ai souri et j'ai tapé en réponse. Je le suis déjà. 3 semaines plus tard, il a appelé pour me demander si je voulais déjeuner, pas parce qu'il avait besoin de quelque chose,
juste parce qu'il pensait que ce serait agréable de passer du temps ensemble. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville et pour la première fois, depuis des années, nous avons parlé de livres d'actualité, de souvenirs de son enfance et de mes projets pour un petit potager sur mon balcon. Quand l'addition est arrivée, il l'a payé sans hésitation. Merci, dis-je alors que nous marchions vers nos voitures. Pour le déjeuner, ce n'était rien. Non. Pour être devenu l'homme que j'ai toujours espéré que tu serais, il m'a alors serré dans ses bras, un vrai câlin, pas les câlins par obligation d'avant. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé mon fils. Le vrai, celui qui méritait d'être aimé parce qu'il avait appris à aimer en retour. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Bernard pour mettre à jour mon testament. Non pas pour déshériter qui que ce soit, mais pour ajouter quelque chose de nouveau, une fiducie pour l'éducation de Léo et Hugo, avec des dispositions spécifiques, stipulant qu'elle ne pourrait être utilisée que pour les frais de scolarité. Et seulement s'ils maintenaient de bonnes notes et faisaient preuve de respect envers les autres. J'avais appris que le véritable amour ne consiste pas à donner aux gens tout ce qu'ils veulent. Il consiste à leur apprendre à devenir des personnes qui méritent de bonnes choses. À 80 ans, j'avais enfin appris la différence. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.